Donc ça c'est moi, j'ai toujours une chemise hawaïenne, donc c'est pour ça que j'ai pas de difficulté à mettre cette Ah image-là. oui, Et donc effectivement aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle qui n'existe pas. Alors, déjà, pour expliquer ce que ça veut dire, il faut donner une définition de l'intelligence artificielle peut-être et savoir quand est-ce que ça a démarré. L'intelligence artificielle, ça a démarré en 1956 officiellement. En 1956, il y avait des gens très très forts dans le domaine des mathématiques et des statistiques qui ont dit qu'ils avaient découvert comment modéliser statistiquement un neurone. Et donc, en modélisant le neurone, ils ont dit, ben, on peut modéliser un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on a un cerveau. Si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Alors, c'est un peu court hein, comme raisonnement, même c'est faux. Il faut être clair. Et donc, effectivement, on est parti de cette base fausse en 56, quand on a commencé à discuter, à parler de cette intelligence artificielle. Euh, et moi, si je pars dans ce truc-là, et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire? Ben, on voulait faire des choses que le cerveau humain est capable de faire, et on voulait modéliser, et on fait, en fait, quand on réfléchit bien, on se dit que ça, c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. D'accord. Quand on crée nos outils, quand on crée n'importe quel des outils qu'on crée, on crée quelque chose qui va nous remplacer quelque part et qui va faire mieux que ce qu'on fait nous-mêmes, parce que sinon, pas la peine de créer l'outil. Et j'aime bien faire démarrer l'intelligence artificielle, s'il faut la faire démarrer quelque part, j'aime bien la faire démarrer en 1642. C'est quoi 1642? 1642, c'est quand Pascal a inventé la Pascaline, qui est la première machine à calculer, en fait. Pascaline, donc c'est le premier ordinateur. Et donc cet ordinateur, ben, ça nous remplaçait en quelque sorte, puisque ça permettait de faire des additions et des soustractions, hein, pas trop compliquées, sur 4 ou 5 digits, donc un truc pas très très compliqué. Mais si je vous demande là tout de suite combien font 1727 plus 449, non, non. Donc vous avez faux. Hein. Alors je ne suis pas sûr que ce soit parce que vous ne soyez pas intelligent. Hein. Donc je ne suis pas sûr que ce soit parce que la machine, elle, est plus intelligente que vous. Mais en tout cas, la machine, elle aurait fini en 3 secondes, celle-là. Et vous, vous n'avez pas fini du tout. Donc bon, vous en concluez ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, on a toujours cherché à faire des machines plus intelligentes que nous, quelque part, qui faisaient quelque chose mieux que nous, et c'est pour ça qu'on les crée. D'accord. Je vais revenir à nos amis en 1956. Le problème que j'ai avec eux, c'est que non seulement bah, ils ont fait un raccourci en disant qu'ils avaient inventé ce cerveau artificiel, mais en plus ils sont attelés à une tâche qui est certainement la plus compliquée, qui était d'essayer de résoudre le langage naturel. Le langage naturel, c'est certainement le truc le plus compliqué. Il n'y a pas d'autre animal sur Terre qui a un langage naturel. Hein. Le langage est le propre de l'homme, hein, disait Descartes. Donc c'est compliqué, c'est définitivement compliqué. Et devinez ce qui se passa. Ben, ce qui se passa dès les années 60, on s'est aperçu qu'en utilisant ces réseaux de neurones, ben, on était absolument incapable de résoudre le langage naturel. Et donc on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. Et l'hiver de l'IA, c'est quoi? Ben, c'est quand les fonds se tarissent, quand on n'a plus envie de donner des sous pour cette discipline qui amène nulle part. Et c'est ce qui nous guette aujourd'hui, en fait, à force de raconter n'importe quoi, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on raconte n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Il faut juste dire la vérité. Il faut dire ce que c'est. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, ben, je vais vous donner quelques exemples de ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle et de ce que c'est pas. Okay. Donc on va continuer un peu dans l'histoire. Dans les années 60, donc après cet hiver de l'IA, il y a des gens qui ont fait autre chose, une autre discipline de l'IA, ce qui s'appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est quelque chose qui est en gros des règles. Donc c'est quelque chose qui nous a permis de programmer encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, qui permettait de dire si machin a leur truc. Donc bon, les systèmes experts, c'est quelque chose qui a bien marché dans les années 60, 70, 80, 90. Et dans les années 90, justement, il y a eu l'avènement du système expert a été quand la machine a battu l'homme aux échecs.
Quand on a dit, en 1997, vous savez, Kasparov, champion du monde d'échecs, se fait battre par Deep Blue, cette machine, qui était donc un système expert, et on s'est dit, ça y est, la machine est plus intelligente que l'humain. Ben, j'ai un scoop pour vous, comme pour la machine à calculer de Pascal, il n'y a absolument aucune intelligence dans Deep Blue. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on était capable de modéliser les 10 puissance 49 coups qu'il y a aux échecs, où c'est des coups valides, et on était capable de les mettre en mémoire. Et donc, on pouvait avoir des mémoires assez grosses pour faire ça. Nous, les humains, on n'a pas des mémoires assez grosses, la machine est meilleure que nous aux échecs, mais elle n'est pas plus intelligente que nous. Je vais continuer toujours dans l'histoire de l'intelligence artificielle. On a continué malgré tout dans les années 90 à faire ce qui s'appelle du machine learning, donc les réseaux de neurones dont je parlais tout à l'heure. On a continué quand même parce qu'on s'est dit que les machines devenaient de plus en plus puissantes et surtout il s'est passé quelque chose de très très intéressant dans les années 90. Il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet. Internet c'est quoi? Internet c'est la plus grosse base de données du monde et c'est ce machine learning qu'on a appelé aussi un peu plus tard le deep learning. C'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de données. Vous avez entendu ça certainement plusieurs fois. Donc Internet, il y a beaucoup de données. Okay. Et sur Internet, une des données qui est intéressante, et c'est là où en général je perds beaucoup de gens quand je parle de ce truc-là, sur Internet, il y avait dans les années 90 beaucoup d'images de chats. Alors, les gens disent, ce gars-là, il dit vraiment n'importe quoi. Non, je vais vous rattraper ici. Donc, ces chats, pourquoi c'était intéressant d'avoir beaucoup d'images de chats? Parce que quand on fait du deep learning ou du machine learning, donc il nous faut beaucoup d'images, beaucoup de data qui soient annotées. Et les gens, quand ils postaient des chats sur Internet, ils disaient oh, « c'est mon kitty, c'est mon chaton, c'est mon chacha », etc. Donc, du coup, on savait que c'était vraiment des chats. D'accord? Et ça, c'était vraiment très important pour nous, pour constituer des bases de données de chats, et donc pour vérifier que les algorithmes qu'on faisait, qui étaient des algorithmes de reconnaissance d'images, allaient pouvoir marcher, et marcher correctement. Et donc, avec 100 000 images de chats, on était capable de faire... Alors là, j'appuie sur le bouton, mais ça ne marche pas. J'appuie. Il faut peut-être que je sois plus près, alors. D'accord. Donc, je vais me mettre là. Voilà. Donc, avec 100 000 images de chats, on était capable effectivement de vérifier qu'on avait des algorithmes de reconnaissance de chats, qui ne sont pas très intéressants. Moi, je déteste les chats personnellement, donc j'en ai rien à faire, mais on a pu prouver qu'effectivement nos algorithmes marchaient, d'accord, et que avec 100 000 images de chats, on pouvait reconnaître des chats à 98% dans une image. C'est impressionnant, c'est magique, c'est intelligent. Ah ben non, c'est complètement con. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, réfléchissez à ce que nous les humains, combien d'images de chats il nous faut pour reconnaître un chat à 100%? Vous avez une idée? Que nous disent les psychologues? Les psychologues nous disent que ma fille de 2 ans, il lui faut 2 chats. 2 instances de chats pour reconnaître des chats à 100%. Alors peut-être pas les chats qui sont peints par Picasso, mais les chats en général. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. On est en train de dire quoi? On est en train de dire que le cerveau humain, notre intelligence, n'a strictement rien à voir avec cette intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles, qui est censée être si intelligente. OK? 100 000, 2. Un autre exemple qui est assez rigolo, c'est qu'en 2016, il y a une autre machine qui était très intéressante, qui s'appelait DeepMind cette fois-ci. C'est une machine qui a battu le champion du monde de Go cette fois-ci. Alors le Go, c'est pas comme les échecs, c'est un peu plus compliqué que les échecs. Les échecs, j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 puissance 49 solutions, coups possibles. Au Go, les mathématiciens vont nous dire qu'il y a entre 10 puissance 172 et 10 puissance 742 coups. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Okay, parce que 10 puissance 172 et 10 puissance 542, c'est très différent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Disons 10 puissance 200. Hein. 10 puissance 200, j'espère que c'est clair pour vous, que c'est beaucoup plus que 4 fois 10 puissance 50. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, c'est que 4 fois plus que les échecs. Non, c'est pas ça. Hein. Donc c'est beaucoup de zéros. Donc en fait, on peut considérer que 10 puissance 200, c'est l'infini pour nous. C'est quelque chose qui est tellement inatteignable que c'est beaucoup. D'accord. Donc il y a plein de solutions. Donc effectivement, cette machine, en 2016, là, elle a battu le gars au Go parce qu'elle a joué des coups qui n'avaient jamais été vus par l'humain avant. D'accord. C'est des coups qui étaient juste incroyables, qui n'avaient strictement jamais été vus. Et donc qui ont surpris ce joueur qui était pourtant très bon. Mais ce n'est pas tellement la technique qui est intéressante, là, c'est de comprendre la machine elle-même. Quand on regarde cette machine là que j'ai dessinée, vous pouvez
pouvez quand même apprécier aussi mes talents de dessinateur. Donc cette machine qui est là, elle avait 1500 CPU. Les CPU, c'est les petits chips qui sont à l'intérieur d'un ordinateur. Donc 1500 ordinateurs, d'accord. 300 GPU. Les GPU, c'est d'autres puces qui font du calcul matriciel, qui affichent les choses. C'est graphical. Okay, donc c'est graphique. Et il y avait 30 TPUs. Les TPUs, c'est des puces qui font du TensorFlow. C'est un truc spécial pour l'intelligence artificielle. C'est un truc très très compliqué. C'est des puces très très costauds. En gros, il y avait 2000 ordinateurs. 2000 ordinateurs pour jouer au Go. Okay, 2000 ordinateurs. Un petit data center. Un petit data center pour battre le mec qui est en face. 2000 ordinateurs, c'est 440 kilowatts. 440 kilowatts. OK? Et là, la question, c'est, mais nous? Ben oui, mais nous, c'est quoi, là? Notre puissance de chauffe à nous, là, c'est quoi, là? Vous savez combien on est, nous? Combien on tourne? Enfin, pas tous, hein, mais... En moyenne, on est à 20 watts. D'accord? Donc, on a le truc, là, 440 kilowatts contre 20 watts. Et en plus, le gars à 20 watts, il fait autre chose que jouer au Go. J'espère. D'accord? Donc il est intelligent dans plein de domaines différents. La machine, elle fait que jouer au Go. Vous lui demandez de jouer aux échecs, elle ne comprend rien. OK? Donc là, encore une fois, on est en train de dire, ces méthodes d'intelligence artificielle n'ont strictement rien à voir avec les méthodes que nous, on utilise dans notre cerveau. OK? Deux, trois trucs avant de terminer, là, qui me fatiguent. Ah bah tiens, avant de parler d'un truc qui me fatigue, on va parler d'un truc qui ne me fatigue pas. Un autre exemple, un truc important, j'ai parlé des data tout à l'heure. Donc j'ai dit, il faut plein de data. En 2016, toujours, vous avez entendu parler peut-être de ce chatbot qui est devenu raciste et sexiste. Parce qu'il avait des datas qui étaient biaisées. Parce qu'un truc qui est important, maintenant, on ne programme plus avec des règles, comme on faisait avec les systèmes experts, on programme avec les datas. Donc quand vous choisissez vos données, ben, vous pouvez faire des erreurs. Et surtout dans les métiers où on va avoir à faire des sélections d'humains ou des choses comme ça, eh ben, on peut très bien éliminer les femmes, éliminer les noirs, éliminer des trucs comme ça. D'accord? Et ça, c'est pas bien. Mais c'est dans le choix de la data qu'on va faire ces erreurs-là. Okay? Et comment on va faire là? Je suis en retard? Ah, c'est bon, là, ça. Oui, parce qu'il faut m'arrêter, hein, sinon je peux prendre 2 heures. Donc, ouais, le chatbot, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Microsoft qui a sorti ce truc-là, c'était un truc sur Twitter, et c'était un chatbot qui était censé promouvoir les produits Microsoft. Et le chatbot, au bout de 16 heures, Microsoft a été obligé de le débrancher, parce qu'il est devenu raciste et sexiste comme jamais dans l'histoire des chatbots. Alors vous allez me dire que l'histoire des chatbots était relativement courte, mais c'était quand même relativement embêtant que le truc commence à insulter les gens, et surtout s'ils étaient noirs ou s'ils étaient femmes. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé 2 choses. D'abord, il s'est passé que quand on programme un chatbot, on essaie de ressembler au public à qui on s'adresse. Donc là, en l'occurrence, il paraît que sur Twitter, quand les gens se discutent, au bout de 3 interactions, ils s'insultent. Bon. Donc ça, c'est relativement facile à changer, c'est-à-dire que vous avez un facteur d'adaptabilité que vous pouvez changer, vous le diminuez un peu, donc vous ressemblez moins à votre public, et en ressemblant moins à votre public, vous allez faire quelque chose qui va être un peu moins agressif. Donc ça, c'était facile à changer. Par contre, l'autre problème, c'était le problème des datas qui ont été choisis pour programmer ce chatbot. Et là, il n'y a pas beaucoup de datas, justement, qui décrivent une conversation. Je vous ai parlé tout à l'heure des 100 000 images de chats qu'on pouvait trouver facilement sur Internet. C'est pas facile de trouver 100 000 conversations sur Internet. Okay? 100 000 conversations annotées. Il y a une base de données qui existe depuis les années 50 qui s'appelle je ne sais plus quoi, c'est pas grave. Donc, cette base de données, elle existe et elle retranscrit des conversations entre des gens et des call centers. Okay? Et donc, c'est dans les États-Unis, on peut choisir ce qu'on veut. Il y en a beaucoup. Donc là, ce qu'ont fait les gens de Microsoft, a priori, ils ont pris un sous-ensemble de cette base de données. Et le sous-ensemble qu'ils ont pris a priori, c'est les États du Sud des États-Unis dans les années 50. Voilà. Donc, vous avez compris, data biaisée, pas bon, et donc le système à la fin est biaisé, et le système, évidemment, là, est devenu raciste au bout de 16 heures. Ok, donc il faut faire très attention dans le choix des datas. Un autre truc qui m'horripile, tiens, allez, boîte noire. L'IA est une boîte noire. C'est magique. Alors bon, j'ai un scoop pour vous, il n'y a absolument pas d'inexplicabilité dans l'IA. Quand on vous dit que l'IA est inexplicable, c'est pas vrai. C'est même faux. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, comme je viens de dire, il y a 2 choses. Il y a les règles, c'est nous qui les choisissons, et il y a les données.
Et puis il y a des algorithmes qui lient tout ça. D'accord ? Les algorithmes, c'est nous qui les écrivons. Donc, il n'y a rien d'inexplicable. Parce que je suis capable, si je crée l'algorithme, de l'expliquer mathématiquement. Par contre, ça va être très très compliqué de l'expliquer pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordinateur dont on parlait tout à l'heure, il fait des millions de calculs par seconde. S'il fallait que je suive tous les calculs qui sont faits par la machine, il me faut des millions de secondes pour pouvoir expliquer chacun des calculs. Ça va être très compliqué, parce que je n'ai pas assez de temps dans ma vie. D'accord? Mais, donc pratiquement, je ne peux pas l'expliquer, mais mathématiquement, je peux l'expliquer, parce que j'ai fait les choix algorithmiques que j'ai voulu. D'accord ? Pour ça, j'ai un exemple familial qui est assez rigolo. C'est un garçon qui, en 1914, a inventé les fractales. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fractales, mais là, quand je dis le mot fractal, vous avez une image dans la tête qui se forme de ce qu'est une fractale. Très, très difficile à expliquer ce que c'est une fractale, mais quand vous la voyez, vous comprenez. Ce garçon s'appelait Gaston Julia, mathématicien de génie, qui a donc vécu au début du XXe siècle. Gaston Julia, en 1914, quand il écrit l'équation des fractales, il est capable de l'expliquer mathématiquement, mais il est absolument incapable de l'expliquer pratiquement, parce qu'il ne peut pas l'expliquer aux gens. Parce qu'expliquer qu'à chaque itération, on retrouve le même résultat que le résultat précédent d'une équation qui est une équation exponentielle, c'est à peu près impossible pour le commun des mortels. D'accord ? Donc, personne ne comprend rien, jusqu'en 1955. 1955, qu'est-ce qui se passe? Julia est professeur à Polytechnique, et un de ses élèves est M. Mandelbrot. Benoît de son prénom, Mandelbrot prend l'équation de Julia, part aux États-Unis, et arrive chez IBM. Chez IBM, il trace la fonction, et la fonction apparaît, et ça fait cette fougère que vous avez imaginée quand je vous ai parlé des fractales. Et pour la première fois, on était capable d'expliquer par un dessin ce que c'était que la fractale. Donc on a pu expliquer pratiquement ce qui était inexplicable pratiquement, mais qui était explicable mathématiquement. Et entre-temps, Mandelbrot en a profité pour renommer l'équation en équation de Mandelbrot. On ne va pas se gêner. Bon, alors, donc, je ne vous dis pas que dans 40 ans, on serait capable d'expliquer l'intelligence artificielle, mais il y a des gens qui travaillent à expliquer ces choses qui paraissent inexplicables d'une manière pratiquement explicable. Okay ? Allez, un autre truc qui m'énerve, la voiture autonome. Alors j'ai un autre scoop, j'ai plein de scoops pour vous ce soir. L'autre scoop, c'est que la voiture autonome n'existera jamais. Okay, donc on nous rebat les oreilles avec la voiture autonome, c'est pour dans 2 ans, c'est pour dans 5 ans, c'est pour dans 10 ans. Le scoop, c'est que c'est pour jamais. Jamais comme dans Ja et Mais, vous voyez ? Donc jamais. Alors, évidemment, il y a plusieurs niveaux de voiture autonome. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 5. Quand je dis que la voiture autonome n'existera jamais, c'est la voiture autonome niveau 5. Okay ? Celle qui va prendre des décisions toute seule dans tous les cas et qui va conduire aussi bien que vous, enfin mieux que vous dans tous les cas possibles. La voiture autonome, niveau 4, va conduire mieux que vous. Mais pas dans tous les cas possibles, dans seulement certains cas. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple que vous allez comprendre relativement facilement, qui n'est pas très très loin d'ici, qui s'appelle la place de l'Étoile à 18h. D'accord ? Place de l'Étoile à 18h, vous mettez une voiture autonome, elle ne va pas avancer d'1 centimètre. 18h30, elle sera toujours au même endroit. Okay ? Donc, elle ne va pas avancer, pourquoi ? Parce qu'elle va respecter le code de la route. D'accord ? Vous, quand vous êtes sur la place de l'Étoile à 18h, vous ne respectez pas le code de la route. Vous êtes en négociation permanente, vous êtes en sociologie permanente, vous êtes en quelque chose d'autre que du code de la route. Okay ? Donc vous allez me dire, on peut toujours apprendre à la machine la sociologie, la négociation, blablabla. Oui, d'accord. Très bien. Donc on lui apprend le code spécial de la place de l'Étoile, et on va voir que cette voiture va traverser de la place de l'Étoile en 2 heures. Super. Donc on a réussi. Maintenant, la bagnole, vous la prenez et vous l'amenez à Bangalore. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de conduire à Bangalore, mais c'est encore un autre niveau, là. C'est compétition. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que de toute façon, l'adaptabilité des voitures ou l'adaptabilité du robot à toutes les situations, par rapport à nous, humains, où on peut s'adapter à n'importe quoi, l'adaptabilité de l'intelligence artificielle est égale à 0. Autre exemple, qui est un exemple que j'ai trouvé récemment, qui est assez rigolo. Les premiers, les meilleurs aujourd'hui en voiture autonome, c'est une compagnie qui s'appelle Waymo. C'est une compagnie Google qui s'appelle Waymo, ça fait 10 ans qu'ils développent la voiture autonome. D'accord ? Le CEO de Waymo, d'ailleurs, vient de dire, au mois de mars, là, il vient de dire que la voiture autonome n'existera jamais. Bravo, très bien, il lui a fallu 10 ans. Mais c'est pas mal. Mais bon, il vient de le dire, au moins, c'est bien, c'est honnête. Ils ont conduit 10 millions de miles.
10 millions de miles, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de miles. Et ils ont enregistré tous ces miles. D'accord? Donc, c'est enregistré par des vidéos. Et ils ont mis, là récemment, les vidéos online sur YouTube. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, aller voir les vidéos des voitures Waymo. Alors, c'est pas très excitant, hein. Vous êtes à Palo Alto ou à Mountain View, ou un truc, et le truc, il conduit comme ça, il conduit dans les rues. C'est très, très chiant, même, faut être clair. Mais bon, moi, j'adore ça. Donc, je vais voir les vidéos. Alors, mon fils me dit que je suis complètement con, mais bon, je regarde les vidéos, et là, j'ai trouvé la pépite, récemment. La pépite, c'est quoi? Ben, on voit effectivement cette bagnole qui roule dans Mountain View quelque part, certainement. Alors, il n'y a rien, il ne se passe rien, là, c'est boring. Et donc, le truc il est là, elle conduit, et tout d'un coup, au milieu de rien, la voiture s'arrête. Poum. Et au bout de 2 secondes, elle refait 1 mètre, poum, elle s'arrête. 2 secondes, non, là, elle aurait une raison de s'arrêter. Là, il n'y a rien. Et là, pouf, elle s'arrête. Et elle fait ça 2-3 fois. Et il y a toujours un conducteur, là, donc il y a un opérateur, on sent qu'il reprend la main parce que les mecs derrière, ils devaient klaxonner, enfin bon, ça devait pas bien se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on regarde la vidéo un peu plus près et on voit qu'il y a 2 gars qui marchent sur le bord de la route. Des piétons sur le trottoir. On s'en fout, d'accord, c'est des piétons sur le trottoir, très bien. Mais là, on regarde encore un peu mieux, parce que les vidéos ne sont pas d'excellente qualité, mais on regarde un peu mieux, et on voit qu'un des 2 piétons sur le trottoir, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous voyez un connard sur le bord de la route avec un panneau de stop, vous vous arrêtez pas. D'accord? La bagnole, elle s'arrête. Ok? Voilà. Donc, encore une fois, l'adaptabilité de nous humains en fonction du contexte, en fonction de tous les trucs qu'on a appris, tous les trucs qu'on sait, toutes ces choses qui ne sont jamais quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut apprendre à une machine, parce que évidemment maintenant, je ne vous cache pas le truc, hein, dans l'algorithme de Google quelque part, il y a un truc, s'il y a un bouffon sur le bord de la route avec un panneau de stop, tu t'arrêtes pas. D'accord? Donc là, ils l'ont rajouté ce cas. D'accord? Mais il y aura toujours un cas qui ne sera pas dans la machine. Toujours. Okay? Et nous, on s'adapte, on invente. La machine n'invente rien. Jamais. On a dit quoi? On a dit que c'était des règles. Qui est-ce qui fait les règles? D'accord? Et que c'est des datas. Elles viennent d'où ces datas? Eh bien, elles viennent de trucs qui existent. D'accord? Des trucs qu'on a déjà vus. Nous, on n'a pas besoin d'avoir tout vu. On invente, des fois, quand ça se passe. Ok, bon, ça c'est réglé. Donc rappelez-vous, hein, jamais. Okay. Siri, j'ai pas envie d'en parler, on en fera une autre fois. Intelligence augmentée. Donc en fait, je déteste IA, je déteste l'intelligence artificielle, comme vous avez compris maintenant. Je préfère dire intelligence augmentée, mais c'est pas l'intelligence augmentée, c'est pas la discipline, c'est nous, c'est notre intelligence qui est augmentée. On est augmenté par un outil. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un outil. C'est un outil qu'on définit, et si on crée l'outil, c'est parce qu'il va servir à quelque chose. Et donc cette intelligence augmentée, c'est nous. On s'augmente grâce à ces outils. Okay, la machine à calculer de Pascal, c'est pas autre chose qu'un outil. Je vais résumer tout ça avec un magnifique graphe ici. Alors vous allez voir encore le talent, là, c'est magnifique. Et les animations, surtout, les animations sont superbes. Ça, c'est nous. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est nous. On est OK. Ça, c'est l'intelligence. Hein, de 0, Trump, à 100. OK? Donc, c'est les niveaux d'intelligence. Et ça, c'est les domaines d'intelligence. Alors, domaine d'intelligence, c'est continu, c'est tout. Tout. On est OK. On n'est pas des génies, hein, mais on est OK dans tout. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on est OK dans tout ce qui existe, mais aussi on est OK dans ce qui n'existe pas encore. Parce qu'on va l'inventer. Donc on est continu et infini. Voilà, très bien. Regardons l'intelligence artificielle maintenant, ou les intelligences artificielles. Parce que, comme on a dit, elles vont être spécialisées dans des domaines particuliers. Alors là, je me suis dessiné aux échecs, hein, c'est moi qui ai fait le truc, donc je me suis mis là. C'est moi qui ai fait le graphe, hein, je fais ce que je veux. Donc voilà, je suis OK, je suis plutôt pas mal. D'accord? Mais elle est où l'IA? L'IA, elle est là. Elle est à 100. On ne la battra pas. Si vous battez vos ordinateurs aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 4. Hein. Si vous mettez l'ordinateur au niveau 10, vous ne le battrez pas. Okay? Donc voilà, donc il est là, tranquille. Go, ben Go, lui c'est rigolo, parce que je le mets à 120. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il a des coups qu'on n'a jamais vus. Mais ça ne veut pas dire que... il est super bon au Go, quoi, le truc. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent. Ou peut-être, je ne sais pas, mais Go. Et rappelez-vous, 440 kW aussi, le machin.
Après, on va prendre la conduite. Alors, comme j'ai dit, la voiture niveau 4, hein, ça va pas être mal, ça va éviter des accidents. Hein. Il faut surtout pas s'arrêter, il faut surtout les développer, ces voitures. Mais il faut pas dire que ça sera bon dans tous les cas, parce que c'est pas vrai. D'accord, ça sera bon dans beaucoup de cas, ça va nous permettre de mieux freiner, surtout quand on est bourré ou quand on est en train de texter au volant. D'accord. Donc là, la voiture ne texte pas et elle n'est pas bourrée. Donc ça va, il faut continuer ça. Un truc que j'appelle livraison, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et puis en fait, dans n'importe quoi, dès qu'on a créé un outil, on crée un outil pour qu'il soit meilleur que nous dans la tâche particulière pour laquelle on le développe. Okay, donc c'est évident, il est toujours meilleur. Là, je veux juste te dire, livraison, c'est un truc qui est comme la conduite. Je vais regarder deux domaines connexes. On me dit souvent, oui, mais si j'apprends un truc dans un domaine qui est proche d'un autre domaine, par capillarité ou je sais pas quoi, je vais pouvoir faire apprendre à la machine. Ça s'appelle du transfer learning en IA. C'est une vaste fumisterie, ça. Hein, parce que, en fait, entre ces deux lignes-là, il y a un monde entre les deux qui s'appelle l'infini. D'accord, il y a toujours un cas qui ne va pas être dans un domaine, qui ne va pas être transposable dans l'autre. Donc ça va être très compliqué. Et puis un autre truc qui est rigolo aussi, c'est quand on va commencer à regarder par là-bas, donc maintenant les choses les IA, dans les trucs qu'on n'a pas encore inventés, d'après vous, elles sont où? Les IA dans les trucs qu'on n'a pas encore inventés, que nous, humains, on n'a pas encore inventés. Eh ben ouais, exactement. Elles sont nulle part. Parce qu'il n'y a pas de data et il n'y a pas de règles. Voilà.